Sud Radio, le débat de la semaine. Allez, à 9h08 sur Sud Radio, le débat de la semaine. Et nous accueillons ce matin le politologue Bruno Cotresse, chercheur CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Également à vos côtés, le journaliste politique Yohann Gillet. Bonjour Yohann. Bonjour Laurence Garcia, bonjour Bruno Cotresse. Voilà. Autour de cette question du jour qu'on vous pose sur Twitter et nos auditeurs depuis 7h du matin, qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Pape Ndiaye à l'éducation nationale? Ça vote énormément, ça commente aussi beaucoup, on en reparlera. C'est assez partagé, vous allez le voir chez nos auditeurs. 56% d'entre eux considèrent que c'est un mauvais choix, 23% que c'est un coup de com' et 19% que c'est un symbole de rupture. Alors c'est vrai qu'à peine nommé, l'historien d'origine sénégalaise déchaîne déjà le buzz sur les réseaux et les critiques du côté de l'extrême droite. Indigéniste assumé, selon Marine Le Pen. Intellectuel indigéniste, wokiste obsédé par la race, selon Éric Zemmour. À l'inverse, c'est le seul profil du nouveau gouvernement salué par Jean-Luc Mélenchon qui voit là un choix d'audace. Alors faire réagir et l'extrême droite et la nouvelle Union populaire d'un autre sens, est-ce que c'était la double stratégie du président Macron à travers cette nomination? Je commence par vous, Bruno Cotresse. Vous savez, comme toute nomination politique, toute composition du gouvernement, il y a toujours de subtils équilibres à respecter, à la fois entre les sensibilités, les formations politiques. Donc on a eu un gouvernement qui était principalement composé de ministres qui étaient déjà en poste fondamentalement. Et donc, il fallait sans aucun doute qu'Emmanuel Macron incarne aussi ce qu'il nous a expliqué, c'est-à-dire pas le même mandat, quelque chose de nouveau. Et donc là, effectivement, on a un gros effet de nouveauté. Alors, je relativise en même temps, c'est pas la première fois qu'un spécialiste de l'éducation est nommé à ce ministère. Et Jean-Michel Blanquer lui-même était un ancien recteur et avait depuis de nombreuses années vraiment fortement investi les questions d'éducation et d'enseignement, mais même d'enseignement supérieur. Donc je dirais là, il est à l'opposé justement de son prédécesseur, Pape Ndiaye. Il est comme Jean-Michel Blanquer, un spécialiste évidemment des questions d'éducation, puisque lui-même est prof d'université, enseignant, mais c'est vrai sur un profil, une équation personnelle complètement différente de celle de Jean-Michel Blanquer. Et effectivement, l'un des objectifs sans doute de cette nomination, c'est aussi d'envoyer un symbole, et en particulier un symbole à une partie de la gauche qui est très, très intéressée par les questions culturelles. C'est votre lecture aussi à vous, Yohann Gillet? Bon, Emmanuel Macron, on le sait depuis maintenant longtemps, il aime bien souffler le chaud et le froid, c'est sa technique. Ça, c'est une chose qui est acquise. On l'a vu à travers tous les grands événements qui ont traversé ce premier quinquennat, et puis c'est déjà le cas dans ce deuxième quinquennat. Il y a deux manières de voir les choses. Si on regarde l'individu Pape Ndiaye, moi je ne trouve pas, je suis pas du tout d'accord avec Marine Le Pen, avec Zemmour et compagnie, que ce soit un personnage caricatural, un obsédé de la race. Non, c'est un universitaire, c'est quelqu'un qui étudie des questions pas simplement économiques, mais sociales, et sociales pas simplement effectivement sur la question de la classe, mais aussi sur la question des origines, et notamment de la couleur de peau, qui reste malheureusement en France et ailleurs encore un critère de discrimination. Ça, c'est la vérité. J'ai trouvé son discours d'investiture très bien. Oh, on sentait l'émotion d'ailleurs. En lui-même, reconnaissant qu'il était un symbole aussi de la méritocratie et de la diversité. On sent qu'il n'est pas dupe non plus. Oui. Avec une déclaration d'amour à ce pays et avec, je trouve, une intensité en même temps qu'une grande réserve. Donc quelqu'un de très calme et de très pensé, qui a une longueur de vue, qui a en tout cas une vision à long terme. Donc ça, je trouve ça très bien. Donc la question, c'est pas finalement tant Pape Ndiaye, que je trouve très nuancé sur les questions du wokisme, etc. Beaucoup plus nuancé que ce que veut bien le dire Marine Le Pen. Donc c'est la question d'Emmanuel Macron. Effectivement, Emmanuel Macron, il est très conscient de la représentation de tout ce que peut cristalliser sur lui Pape Ndiaye. Et Emmanuel Macron, il en joue, parce que ce n'est pas un homme qui aime gouverner en prévoyant. Emmanuel Macron, c'est un homme d'improvisation. Moi, j'ai toujours comparé à un comédien de théâtre d'improvisation. C'est-à-dire qu'il voit ce qui se passe, et pour essayer à chaque fois de rétablir finalement un petit peu le jeu politique, eh bien, il improvise. Il improvise au fur et à mesure. Donc là, vous croyez que c'est de l'improvisation, ça ? Non, il anticipe, mais en théâtre d'improvisation, vous avez une base, vous avez une technique. Et après, en fonction de ce qui se passe, effectivement, vous ajustez. Qu'est-ce qu'il fait, Emmanuel Macron, là? Il met quand même Pape Ndiaye à côté de Gérald Darmanin. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, par exemple, la question que je me pose, c'est
quelles sont les motivations de Pape Ndiaye pour rejoindre ce gouvernement-là. Parce qu'à mon avis, si Emmanuel Macron cherche une vraie unité, il ne l'aura pas. Entre Pape Ndiaye et Gérald Darmanin, à mon avis, on va avoir des discours potentiellement très opposés. Sauf qu'on sait très bien que quand Emmanuel Macron rassemble, ça n'est pas pour rassembler, c'est pour mieux diviser. C'est ce que je pense. Mieux diviser. Effectivement, Darmanin, Pape Ndiaye, on se dit que ça ne va pas être une cohabitation long fleuve tranquille. C'est une prise de risque ou pas, Bruno Cottresse ? Oui, sans doute. Alors, deux points. Le premier point, effectivement, je voudrais rebondir sur le discours qu'a prononcé Pape Ndiaye au moment de sa prise de fonction et de la passation de fonction avec Jean-Michel Blanquer. Effectivement, c'est un très beau discours. Il a aussi rendu hommage à Samuel Paty. Un hommage appuyé, effectivement, aussi à la méritocratie républicaine, au pays. Il a aussi multiplié aussi, mais c'est un peu l'exercice qui veut ça aussi, les points de continuité avec Jean-Michel Blanquer, en disant que lui aussi allait s'inscrire dans l'acquisition des fondamentaux par les élèves. Il a tout de suite quand même indiqué de renouer le dialogue avec les enseignants, donc un message aussi important envoyé aux enseignants. Alors c'est vrai que quand on nomme une personnalité politique qui n'est pas un politique pur sucre, quel qu'il soit, et encore plus peut-être quand il s'agit d'un universitaire, d'un académique, c'est vrai qu'il y a toujours une difficulté potentielle qui attend ce profil, qui est comment bien vivre et comment va-t-il vivre ce qu'on appelle l'exercice de la solidarité gouvernementale. Oula. Et c'est vrai que ceux qui ne sont pas des politiciens professionnels, et en particulier ceux qui viennent de l'horizon académique, qui est un horizon où on a l'habitude de remettre en cause les choses, de ne rien considérer que la doctrine est acquise, et donc de questionner toujours de manière un peu fondamentale la réalité qu'on analyse. C'est vrai que souvent on a vu des profils de personnes issues de la société civile qui avaient un peu de mal avec l'exercice de la solidarité gouvernementale. Et c'est vrai qu'on attend tous de voir comment ça va cohabiter, effectivement, parfois avec Darmanin ou avec d'autres ministres. Ouais. Au-delà de la personnalité de Pape Ndiaye, il y a beaucoup de commentaires, notamment de nos auditeurs, pour revenir à la stratégie du président Macron, qui voit là quand même à la fois un signal fort envoyé à la gauche pour séduire les électeurs qui seraient tentés par la NUPS ou la NUPES pour les législatives, et notamment les profs, et en même temps, de la part de Macron, de réveiller l'extrême droite et pour réinstaller aussi ce duel pour les législatives. Est-ce que vous voyez ce double jeu aussi stratégique, Yohann Gillet ? Mais bien sûr. De toute façon, Emmanuel Macron, il est bon quand il y a du bazar. C'est-à-dire qu'il est bon dans la confrontation. Je répète, il n'est pas, à mon sens, bon dans la vision sur le long terme. C'est quand il y a de la confrontation et du bazar qu'il y voit clair et qu'il sait comment se positionner. Donc c'est lui-même qui sèmerait déjà le bazar, vous voulez dire ? Il est conscient complètement de ce qu'il fait. Il est conscient à chaque fois qu'en rassemblant, il ne rassemble pas le pays, mais il affaiblit les différentes forces politiques. Il n'aime pas les oppositions, j'ai envie de dire, qui durent. Il aime bien les oppositions qu'il arrive à mettre en pièces. C'était là-dessus, le pari de la République en marche, c'était ça. C'est de réussir à prendre des gens de partout. D'ailleurs, à prendre des gens qu'il critiquait fortement. Vous savez, avec François-Olivier Gisbert, qui intervient régulièrement ici, on avait filmé lors de la campagne de Macron pour le premier quinquennat, on avait filmé Bruno Le Maire, François Bayrou, qui expliquait que Emmanuel Macron, c'était du vide absolu. Les gens qui l'ont rejoint, qui aujourd'hui font son apologie, expliquaient que c'était le vide absolu. Donc il aime bien, Emmanuel Macron, en fait, jouer sur la question de la séduction, rassembler tous ceux qui le critiquent pour semer le désordre dans les familles politiques. Là, c'est ce qu'il fait. Mais par contre, il faut qu'il fasse attention à une chose. C'est-à-dire que quand on a une vision court-termiste, à un moment donné, on peut se faire dépasser par ceux qui ont une vision du long terme. Et quand je regarde le profil de Pape Ndiaye et celui d'Emmanuel Macron, l'improvisateur, si je puis dire, face à celui qui est un universitaire avec une vision profonde sur l'histoire et qui anticipe l'avenir, il faudrait qu'il fasse attention à ne pas se laisser dépasser par l'exigence intellectuelle de cet homme-là s'il veut continuer de rester sur le fauteuil et de régner paisiblement. Oui, enfin, encore faut-il qu'il ait les moyens aussi de pouvoir gérer aussi l'éducation. Ne sous-estimez pas Pape Ndiaye. Non, je sous-estime pas du tout. Un commentaire à ce sujet, Bruno Cottresse, confrontation. Oui, peut-être je nuancerai un petit peu l'idée de l'improvisation. Je partage ce qui a été dit sur la capacité qu'a Emmanuel Macron à se fondre dans les événements, sa dimension très tactique de ce point de vue-là. C'est un vrai politique, véritablement. C'est-à-dire qui va analyser les situations et qui va recomposer, y compris des
des choses qu'il avait dites avant en fonction des situations. Donc de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, c'est un vrai politique. Par contre, ce que je trouve, c'est que à la fois la nomination de Pape Ndiaye et aussi quand je la mets en rapport avec le premier déplacement qu'a fait Elisabeth Borne au Muro il y a quelques jours, où elle vient à la fois incarner ce qu'elle a dit, les petites filles, mais aussi elle vient au fond auprès d'associations qui travaillent pour l'insertion, l'intégration sociale, citoyenne de femmes, et en particulier de femmes qui sont issues des minorités et de l'immigration. Je me demande si Emmanuel Macron n'essaye pas de renouer aussi avec certaines facettes de son logiciel de départ, la non-assignation à résidence. L'idée d'envoyer que les politiques, que ceux qui ont un parcours de réussite servent d'exemple. Les fameux role models, comme on dit en anglais, les personnalités qui sont censées faire exemple, montrer qu'il est possible d'inverser le cours des choses, ce qui est quand même un peu un élément central du logiciel d'Emmanuel Macron au tout début. Donc je me demande aussi si on n'est pas en train d'assister, il faudra voir dans les semaines et les mois qui arrivent, on n'est pas en train d'assister un petit peu à un retour sur certains des fondamentaux du macronisme originel et du macronisme de départ, sur cette société qui essaye de réinventer les mécanismes de la promotion sociale. Eh ben, écoutez, on en reparlera en tout cas. Merci beaucoup pour vos lumières, Bruno Cotresse. Merci aussi à vous, Johan Gillet. Merci à tous ceux qui nous écoutent d'avoir voté. Et ça reste un mauvais choix pour 56% de nos auditeurs. Il y en a un qui dit c'est à la fois un coup de com', un symbole de rupture et un mauvais choix. Comme ça, voilà, ça c'est fait. Et en même temps, le fameux, voilà. En même temps x3. Merci à vous deux. Merci, à très bientôt. À dimanche prochain. Allez, à suivre dans quelques instants Sud Radio Bricole avec un ébéniste qui fait un carton sur TikTok. Il est 9h20.